La RDC doit-elle adhérer au groupe des BRICS vu ses richesses? Selon Jean-Marie Kassamba, éditorialiste à Télé 50, elle ne devrait pas rester à la traîne. Après la décision de la Cour des comptes enjoignant l'Assemblée provinciale de Kinshasa à sanctionner le gouverneur de la ville pour n'avoir pas déposé à temps le projet d'édit pour l'exercice 2022, le président de cet organe, Godem Mpoy, se dit prêt à convoquer une session extraordinaire pour tabler sur la question. Le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, invité par l'inspection générale des finances, c'est pour une séance décisive sur des soupçons de détournement des fonds destinés à l'achat de 7 véhicules du dit comité. La police dément catégoriquement le taux élevé de kidnapping actuellement à Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental. Selon elle, il s'agit des bruits de couloir. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Le groupe des BRICS, comprenant les pays émergents détenant le quart des richesses du globe, attire de plus en plus les pays ambitieux et lassés de l'exploitation éternelle de l'Occident. La République démocratique du Congo, qui a tellement à apporter vu ses richesses, ne devrait pas rester à la traîne. C'est en tout cas une analyse de Jean-Marie Kassamba, éditorialiste et patron de Télé 50, au lendemain de l'adhésion de 6 nouveaux pays à ce groupe, dont 2 Africains, lors d'un sommet où Kinshasa s'est fait représenter timidement par son Premier ministre. Le monde change alors radicalement. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle les blocs. Les blocs de l'Est avec l'URSS et les blocs de l'Ouest avec l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis et les pays d'Europe occidentale, etc. Et il y avait ce qu'on appelle le tiers-monde. Le tiers-monde, c'était la Chine, l'Inde et beaucoup de pays pauvres qui s'étaient retrouvés en 1955 à Bandung pour parler un peu, je dirais, des intérêts des petits. Pendant plus de 60 ans, le monde a été géré par l'Occident, qui a fait perdurer la colonisation sous forme, on va dire, du Fonds monétaire international, sous forme de la Banque mondiale, sous forme de coopération, on va dire, structurelle. Moi, j'ai fait mon diplôme de 3e cycle sur la coopération entre l'Union européenne, c'est à l'époque CEE, donc Communauté économique européenne, ACP, Afrique et Pacifique. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Et on a appauvri les gens avec ces systèmes Occident, pays du tiers-monde. Le BRICS, aujourd'hui, c'est 40% du commerce mondial, de richesse mondiale. C'est les pays émergents. On appelle maintenant le Sud global, c'est le terme qu'il faut retenir. Le Sud global, le BRICS. Aujourd'hui, le monde est dirigé par la Chine, par l'Inde, par la Russie. Et le Brésil est derrière. L'Afrique du Sud sur le continent. Et il vient s'ajouter 6 pays, dont l'Arabie Saoudite, premier producteur du pétrole, etc. C'est une dynamique que nous devons absolument rattraper, au sein de laquelle nous devons nous insérer. Pas avec de la timidité, mais il faut y aller avec du puissance 10. La gestion des finances et du patrimoine du Comité national des Jeux de la francophonie, ainsi que les contrats signés avec différents prestataires intéressent l'inspection générale des finances. Elle a invité ce vendredi le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, pour une séance décisive sur des soupçons de détournement des fonds destinés à l'achat de 7 véhicules du dit comité. Isidore Kwanja va devoir présenter ses moyens de défense. Après la décision de la Cour des comptes enjoignant l'Assemblée provinciale de Kinshasa à sanctionner le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour n'avoir pas déposé à temps le projet d'édit pour l'exercice 2024, le président de cet organe, Godem Mpoy, se dit prêt à convoquer une session extraordinaire pour tabler sur la question. J'ai déjà convoqué la réunion du bureau pour aujourd'hui et naturellement nous allons également rencontrer les chefs de groupe parlementaires pour leur faire voir que la procédure peut voir pour que moi je puisse convoquer la session extraordinaire. Il faut 25 signatures de députés provinciaux et dès que nous avons ces 25 signatures, on va convoquer la session extraordinaire pour exécuter la recommandation
de la Cour des comptes, du reste fondé. Quand moi-même j'étais là, je tenais au respect de ces délais. Et ça se faisait dans les délais. Mais il y a eu ce qu'il y a eu, certainement que les gens étaient distraits. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ces projets-là, on ne les dépose pas à l'Assemblée provinciale, on les dépose à la Cour des comptes. La Cour des comptes, sur pied de l'article 39 de la loi qui la crée, a le pouvoir de proposer aux autorités des sanctions à l'égard de certains animateurs des institutions qu'elle estime être défaillants. Dans cette procédure, l'autorité ou l'institution saisie par la Cour des comptes dispose de 5 jours pour réagir par rapport à cette recommandation. Lorsque nous allons siéger, les règlements ne nous donnent pas le pouvoir de convoquer la session extraordinaire. Il faut que nous puissions obtenir 25 signatures des députés provinciaux. À ce moment-là, je vais convoquer la session extraordinaire pour exécuter la recommandation de la Cour des comptes. Et notre deuxième cas de figure, c'est que les litiges opposent l'hôtel de ville à un service public, d'ailleurs une juridiction relevant du pouvoir central. Il est également possible que les pouvoirs centraux puissent prendre des mesures conservatoires. Donc, à ce qui me concerne, j'ai déjà répondu au premier président de la Cour des comptes pour lui faire voir la procédure parlementaire. Donc, nous restons dans les principes, sans passion ni émotion. Délivrance des duplicata des cartes d'électeurs, l'annonce faite par la CENI a été bien accueillie par la population. Cependant, certains demandeurs, notamment de Ndjili, déplorent la lenteur dans l'opération, une situation suivie de près par la CENI. Nous sommes dans l'antenne locale de Ndjili qui accueille les requérants de cette commune et ceux de Massina pour la délivrance des duplicata. Contrairement à leurs attentes, les électeurs venus s'en procurer y mettent plus de temps que prévu, faisant face à plusieurs péripéties. Ces derniers déplorent cependant une lenteur dans l'opération. Il y a bel et bien délivrance des duplicata, mais c'est avec beaucoup de lenteur. On ne cesse de faire des tours ici. Il faut parfois se faire enregistrer, remplir les fiches avant l'opération, proprement dit. Par la suite, attendre des jours pour le retrait. Nous sommes des milliers de personnes ici parce que c'est une seule antenne qui accueille 2 communes à la fois alors qu'il n'y a qu'une seule machine. C'est ça la raison de la lenteur. Nous demandons aux responsables de la CENI de séparer Ndjili et Massina pour faciliter l'opération. Côté CENI, l'on appelle à la patience, l'antenne d'Ndjili étant consacrée pour 2 communes, ce qui entraîne une forte affluence. Auparavant, il n'avait qu'une seule machine et devant la très forte demande, la CENI a dû augmenter la capacité en y ajoutant un deuxième kit, ce qui permet maintenant d'absorber les électeurs qui arrivent. Ce que nous demandons aux électeurs, c'est de la patience, parce que l'engouement qui est observé est du fait que tout le monde voudrait bien avoir sa carte le même jour. Il y a une procédure qui est mise sur pied, les uns et les autres doivent observer cette procédure pour que la CENI arrive à leur remettre leur duplicata des cartes d'électeurs. Le directeur des communications a par ailleurs précisé que la délivrance des duplicata va se poursuivre jusqu'à la veille des élections de décembre dans toutes les antennes de la CENI. Entre-temps, le questeur adjoint de la CENI, Sylvie Birembano, a visité le service des archives logé dans l'enceinte même du siège de la centrale électorale. C'est pour s'assurer, dit-elle, que tous les préalables sont réunis en vue de garantir un meilleur archivage des dossiers et des candidatures déjà réceptionnés par l'institution. Écoutez. Les dossiers des candidats devront être archivés. Et nous devons nous rassurer que nous avons assez d'espace pour stocker ces dossiers.
et que les services d'archives s'est déjà organisé pour les réceptionner. Et nous pouvons rassurer que le travail est fait correctement comme les instructions nous ont été données et dans les normes archivistiques. D'après les prévisions de la CENI s'attendait à recevoir 20 000 dossiers pour la députation nationale, mais nous sommes arrivés à 25 000 d'après nos prévisions. Et nous sommes en train de le faire selon les normes, comme je venais de vous le dire. Et pour même la députation provinciale, peut-être qu'on peut arriver à 40 000. Nous, selon la logistique, nous devons prévoir. Nous sommes obligés de prévoir et d'aller au-delà. Et pour les conseillers communaux, je ne sais pas si on peut atteindre 50 000. Donc la CENI est en train de s'organiser pour pouvoir classer les dossiers et faciliter la traçabilité. On peut vous rassurer que la traçabilité se fera sans problème. Le comité préparatoire du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, fait les derniers réglages pour la bonne tenue de ces assises qui réuniront les chevaliers de la plume de tous les coins de la RDC afin de discuter sur les grandes réformes que doit subir cette corporation des journalistes. Jean-Marie Kassamba et Israël Moutala, respectivement président de l'UNPC Kinshasa et président de MIL-RDC, sont revenus sur le climat en équipe de ces travaux en étant en révision du congrès. Ils se sont exprimés au micro de Jonathan Tchobo et Alain Kandé. Aujourd'hui, nous avons passé en revue au texte qui découle de l'harmonisation de nos textes. Nous sommes maintenant à 3 textes statutaires, un règlement d'ordre intérieur et surtout en ce qui concerne l'éthique et la déontologie professionnelle. Tout est vraiment sur le bon chemin pour que ce congrès se passe dans de très bonnes conditions et que l'UNPC finalement soit une structure, une organisation qui s'occupe à la fois de la formation, de l'encadrement des journalistes, mais aussi de la protection des journalistes, d'une manière cohérente, en mettant de côté toutes les frustrations qu'il y a eu auparavant. C'est vrai, nous avons imprimé notre marque depuis que nous sommes là. C'est unanime aujourd'hui que le modèle de la section de Kinshasa mérite une certaine amplification. Il y a une demande aujourd'hui du travail qui est fait, qui soit aujourd'hui mis à la disposition de l'ensemble des journalistes de la République. C'est les souhaits. Donc nous y travaillons le plus sérieusement possible. Notre engagement est définitif et je peux dire même offensif parce que il y a longtemps que l'UNPC tergiversait un tout petit peu. Nous avons en tout cas un plan d'encadrement efficace, un plan de formation efficace et nous avons surtout des ambitions pour que cette UNPC soit le modèle désormais pour que notre pays ait un 4e pouvoir qui tienne. MIL-RDC est une association professionnelle des médias, l'une des plus actives et donc nous participons ici parce que nous sommes d'abord membres à part entière de l'Union nationale de la presse. À ce titre, quand on va en congrès, les associations membres de l'UNPC sont aussi convoquées dans la réunion préparatoire pour ramener la sérénité dans la corporation et faire en sorte que l'organe d'autorégulation soit le plus performant possible pour essayer d'encadrer la profession parce qu'on a constaté beaucoup de dérives et parce qu'aussi nous approchons des élections. Bientôt, ce sera la campagne électorale. Direction le Haut-Katanga. À présent, où 4 présumés criminels, auteurs de plusieurs forfaits, ont été transférés par les autorités provinciales vers la capitale pour y être jugés. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans cette province, marquée par une montée considérable des cas de criminalité urbaine. Les 4 malfrats arrêtés dans le Haut-Katanga pour braquage ont été transférés le jeudi 24 août 2023 dans l'une des prisons de la ville-province de Kinshasa. Ils y seront jugés. Ainsi, les 2 armes qu'ils utilisaient dans leur sale besogne seront également présentées devant le juge comme éléments d'épreuve. À la justice d'établir leurs responsabilités au regard du forfait commis. Le chef de l'exécutif provincial Jacques Kabula Katwe, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Konfwa Kimimba et les services de sécurité du Haut-Katanga ont assisté à l'embarquement de ces présumés bandits qui ont tant causé du tort aux paisibles citoyens louchois en particulier et aux Katangais en général.
Pour rappel, l'autorité provinciale Jacques Kaboula Katoué avait promis de transférer tous les criminels dans les centres pénitentiaires d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il y a eu la première vague acheminée à Angenga dans les années passées. Pour le général Odimba Okito, commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, ces transfèrements et les débuts de l'opération, les instructions de sa hiérarchie seront toutes appliquées pour soulager la population. Selon les instructions des autorités hiérarchiques, on nous a demandé de transférer ces criminels à Kinshasa. Parce qu'à chaque fois qu'on arrêtait les criminels ici, ils sont relâchés. Ils ont commis plusieurs actes que vous connaissez, ils sont hors de la loi. Ils étaient arrêtés avec des armes de guerre de marque AK-47 et des munitions de guerre. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, avec à sa tête le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, est déterminé à assurer la sécurité de la population. Et c'est bien. Et au Kasaï-Oriental, alors que l'opinion s'alarme au sujet du taux élevé de kidnapping actuellement à Mbuji-Mayi, la police dément catégoriquement cette nouvelle. Notre correspondant dans la région, Emmanuel Chambaza, qui a approché les services de sécurité pour avoir d'amples explications, rapporte qu'il s'agit de bruits de couloir qui causent effectivement une psychose dans la population. Tout à fait, le kidnapping est un phénomène qui fait couler encre et salive dans la région du Kasaï. Pour les cas du Kasaï oriental, plusieurs cas avérés ont été dénoncés depuis le début du mois d'août en cours. Pour la plupart des enlèvements, des jeunes garçons, à majorité des étudiants. Les habitants de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, vivent depuis l'apparition du phénomène en alerte. Nombreux s'abstiennent dès lors de la circulation nocturne parce que, estime-t-on, les présumés kidnappeurs s'adonnent à leur sale besogne pendant la nuit et dans des lieux isolés. Si nous n'avons eu aucun commentaire de la police nationale congolaise locale, l'entité urbaine, donc la mairie de Mbuji-Mayi, elle, a donné de la voix. L'adjoint au maire Mukendi Mpinga affirme d'une part avoir eu écho du phénomène qui est donc vrai, mais hésite d'autre part de confirmer la véracité des cas enregistrés. Selon lui, il pense donc que ce sont des arrangements entre victimes et bourreaux dans la mesure où, motive-t-il, ceux qui sont kidnappés sont les plus les enfants dont les familles sont fortunées à même de payer au plus vite la rançon réclamée. C'est donc un dossier à suivre. Un accident de circulation est survenu mercredi dernier dans la chefferie de Walendu-Bindi, dans le territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri, causant la mort de 12 personnes. Selon les informations fournies par la société civile locale, le véhicule impliqué était un fuseau transportant principalement des marchands qui rentraient tardivement du marché à bétail du village d'Aveba. Le véhicule aurait quitté le marché vers 19h, heure locale, et aurait fait un tonneau à environ 35 km de là, au niveau de la rivière Lorobi, près de l'Akpa, dans le groupement de Tiritse. Et puis la route Bunia-Komanda est en cours de réhabilitation. Le lancement des travaux a eu lieu par l'administrateur du territoire d'Irumu. L'objectif est de rendre fluide la circulation sur cet axe d'importance capitale. Une réhabilitation rendue possible grâce au gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Boya Kachama. Déterminé et dévoué à restaurer l'autorité de l'État et obtenir le développement intégral de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, se démarque davantage dans la reconstruction des infrastructures de base ainsi que la réhabilitation des réseaux routiers d'un terrain provincial et national pendant cette période de l'état de siège. 24 heures seulement après le lancement des travaux de réhabilitation du tronçon Arongoté, long des 160 km, cap vers les territoires d'Irumu où l'entreprise Good News Africa Sal vient de lancer des travaux de réhabilitation de la route Bunia-Komanda sur la RNV7 sous le financement de l'administration militaire. C'est l'administrateur militaire d'Irumu qui a donné les go. Il demande à la population de s'approprier les travaux. C'était en présence du conseiller du gouverneur militaire en charge des infrastructures. Jean-Paul Rengabo, ingénieur de cette entreprise, rassure à la population la ferme volonté du gouverneur de l'Ituri de rendre fluide ces tronçons long des 75 km
dans un laps de temps. La communauté Bira, bénéficiaire présente au lancement des travaux, a remercié des pieds fermes le numéro 1 de la province de l'Ituri pour avoir été attentif à leur cri d'alarme. Il s'y est de signaler qu'en plus de ces réhabilitations par l'administration militaire dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, la province de l'Ituri est championne en termes de construction des infrastructures sociaux de base, notamment les bâtiments administratifs, les écoles et centres de santé modernes, tel qu'est conçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécuté par le gouvernement congolais. Depuis 2021, le gouvernement mène une campagne pour limiter la consommation de la viande de brousse. À la base de l'extinction de certaines espèces sauvages, la campagne Yokapimbo est déjà à sa 2e édition. Elle vise principalement les milieux urbains où se concentrent les grands consommateurs de cette viande. C'était en décembre 2022 que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Environnement et du Développement durable, avait lancé la 2e phase de la campagne Yokapimbo, avec comme slogan « Célébrons la cuisine congolaise sans viande de brousse ». L'objectif visé par cette campagne médiatique est de réduire la consommation de la viande de brousse en milieu urbain afin de protéger les espèces sauvages en voie de disparition et par conséquent préserver la biodiversité. Je vous invite donc tous à vous approprier de cette campagne et surtout vous, les gens de la presse, et à en véhiculer le message dans vos réseaux respectifs pour plus d'impact et de résultats. Et quels résultats? Les résultats positifs. Cette 2e phase consistera à consolider les acquis enregistrés lors de la première phase en passant par l'intensification du message via les médias, alors qu'une nouvelle campagne, cette fois numérique, est en préparation à l'attention des jeunes. La campagne met en avant la cuisine congolaise en proposant des alternatives capables de substituer la viande de brousse aux autres viandes riches en protéines qu'on retrouve également sur les marchés de Kinshasa. Cette nouvelle campagne s'étendra sur une période de 6 mois à 1 année potentiellement. Plus loin de la RDC, Vladimir Poutine a rendu hommage jeudi à son ancien allié Prigojine. Un jour après sa mort survenue à la suite du crash mercredi dernier, le président russe loue des bons résultats escomptés par le leader de Wagner à toute demande formulée pour la cause commune de la Russie et reconnaît en lui un homme d'affaires talentueux. Le moment était tant attendu à travers le monde. Vladimir Poutine s'est enfin exprimé pour la première fois après la mort de l'ancien chef de la force paramilitaire russe, Wagner, décédé mercredi à la suite d'un crash d'avion. Le président russe a reconnu à son ancien proche collaborateur, Prigojine, certaines valeurs en dépit de la rébellion que ce dernier a infligée à son pays il y a 2 mois. Le chef du Kremlin a annoncé par ailleurs l'ouverture d'une enquête pour établir les causes du crash. Alors que les spéculations pleuvent après la disparition du leader des Wagner, jusque-là, les causes de ce crash ne sont pas établies. Place au rappel des titres. La RDC doit-elle adhérer au groupe des BRICS vu ses richesses? Selon Jean-Marie Kassamba, éditorialiste à Télé 50, elle ne devrait pas rester à la traîne. Après la décision de la Cour des comptes enjoignant l'Assemblée provinciale de Kinshasa à sanctionner le gouverneur de la ville de Kinshasa pour n'avoir pas déposé à temps le projet d'édit pour l'exercice 2022, le président de cet organe, Godempoy, se dit prêt à convoquer une session extraordinaire pour tabler sur la question. Le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, invité par l'Inspection générale des finances, c'est pour une séance décisive sur des soupçons de détournement des fonds destinés à l'achat de 7 véhicules du dit comité. La police dément catégoriquement le taux élevé de kidnapping actuellement à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Selon elle, il s'agit des bruits de couloir. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant, la revue de presse.
Et c'est avec Jenny Kaembe qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya, bonjour à tous. RDC élections, l'insécurité à Rutshuru et Massissi inquiète les habitants de ce coin du pays. D'abord, Congo Nouveau qui titre « Avant les élections de décembre », Félix Tshisekedi appelé à libérer Rutshuru et Massissi, alors que l'exécutif national met les bouchées doubles pour la tenue des élections au délai prévu. Les peuples de l'Est du pays s'interrogent sur la détermination de Kinshasa d'organiser des élections dans un contexte marqué par l'insécurité. Pour plus d'un analyste, repris par les confrères, aller aux élections sans les populations des territoires de Rutshuru et de Massissi serait une façon pour le pouvoir de Kinshasa de valider la balkanisation de la République démocratique du Congo pour ne pas donner l'impression aux Congolais qui habitent les zones occupées que leur sort est scellé. Les tenants du pouvoir à Kinshasa devraient, à défaut de négocier avec les rebelles du M23, comme le proposent certains chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de la communauté économique pour le développement de l'Afrique australe, Kinshasa devrait alors mettre en application l'option militaire, estiment ces analystes cités par Congo Nouveau. Et pour Joseph Olengankoy, repris par la proclamation, le pays qui fait déjà face à une agression dans sa partie Est ne peut s'autoriser d'organiser des élections sans un minimum de consensus. Et pour sa part, Eco News renseigne que le président de la République démocratique du Congo part largement favori à la présidentielle de décembre face à ses concurrents, notamment Matata Ponyo et Moïse Katumbi, selon le 4e rapport du baromètre sociopolitique du cabinet américain Geopol. À ces sujets, l'ONG américaine Human Rights Watch vient de rendre public un communiqué qui affirme que Félix Tshisekedi, pendant son premier mandat, n'a montré que peu d'intérêt à ce que tous les partis politiques puissent librement s'exprimer, renchérit l'observateur. Les communiqués citent par exemple la répression des marches de l'opposition et des arrestations des cadres de leur formation politique. Agression rwandaise, les USA semblent être préoccupés. Effectivement, l'annonce a été faite à travers un communiqué de l'administration de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Les Américains semblent s'inquiéter du nombre croissant de femmes et enfants victimes de violences sexuelles au jour le jour dans la province du Nord Kivu. Suivant le rapport de Médecins sans frontières, de mois en cours, rapporte RTNC.cd. Pour ces faits, ils ont annoncé, selon 7sur7.cd, une série de sanctions contre les responsables de groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais également des responsables militaires accusés de contribuer à l'escalade du conflit dans la région. Ces sanctions prévoient notamment les jets de avoirs détenus aux États-Unis par les personnes visées, ainsi que l'interdiction pour tout citoyen ou entité américaine d'échanger avec l'un ou l'autre. L'interdiction concerne également tout soutien matériel via des vivres, des biens ou des services à destination de personnes concernées. Actualité.cd affirme pour sa part que ces sanctions reflètent l'engagement des États-Unis à faire progresser les efforts vers une résolution de la crise et à remédier aux violations des droits de l'homme et à la situation humanitaire désastreuse. Ces sanctions sont également conformes au mémorandum présidentiel signé par le président Biden en novembre 2022 pour promouvoir la responsabilisation en matière de violences sexuelles dans les conflits. Le BRICS s'élargira bientôt avec l'intégration de nouveaux pays dont l'Iran et l'Argentine. Tout à fait, c'est à l'issue de leur 15e sommet clôturé jeudi en Afrique du Sud, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Les BRICS ont décidé de renforcer la coopération en matière de sécurité alimentaire entre eux et d'autres pays. Ils ont également affirmé leur soutien indirect à la Russie en condamnant les sanctions internationales contre ce pays. Selon RadioCapi.net, le groupe note avec appréciation l'initiative africaine visant à résoudre le conflit ukrainien. Le Congo-Kinshasa, qui n'a pas pu s'adhérer, a seulement exprimé son souhait de renforcer ses relations avec les pays membres et en particulier avec l'Afrique du Sud, pays hôte. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a profité de l'occasion pour souligner la position géostratégique de son pays dans les secteurs forestiers et miniers et pour annoncer son ambition de s'industrialiser. Pour cela, il espère obtenir des financements de la part de pays participants. Le Premier ministre congolais a également rappelé la priorité de la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme je venais tout à l'heure de le dire dans l'article précédent, compléteactualité.cd, se positionnant sur les conflits que connaît le monde. Ces groupes
a plutôt affirmé son engagement pour la résolution pacifique des conflits au Niger, en Libye et au Soudan sur la base de la médiation de l'ONU et de l'Union africaine. Il soutient également les aspirations du Brésil, de l'Inde, de l'Afrique du Sud à jouer un rôle important au Conseil de sécurité de l'ONU et s'oppose aux barrières commerciales, y compris celles imposées par les pays développés sous prétexte de lutter contre le changement climatique. Enfin, les dirigeants de BRICS soutiennent l'utilisation des monnaies nationales dans les commerces internationaux et les transactions financières entre les pays des BRICS. Il faut dire que lors de ces sommets, les pays des BRICS n'ont pas pris la décision de créer une monnaie unique, une décision attendue pour faire barrage à l'hémorragie du Dural, conclut Radio Okapi.net. Merci Jenny Kaimé pour ce tour d'horizon. Merci à vous autant, Gloria. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Dieu bénisse la RDC. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.